En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien député et conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, ainsi que l'essayiste et sociologue Mathieu Bock-Côté. Notre société est au bord de l'effondrement et nous continuons d'agir comme s'il ne pouvait pas se produire, nous dit Henri Guénaud dans son nouveau livre à la 7e fois, Les murailles tombèrent, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Mathieu Bock-Côté, lui, vient de publier Le totalitarisme sans le goulag aux éditions Presse de la Cité, un totalitarisme qui ne viendrait pas de l'extrême droite, selon Mathieu Bock-Côté, mais d'un extrême centre de plus en plus autoritaire. La montée de l'antisémitisme, le drame de Crépol, la multiplication des violences et des attentats sur notre sol sont-ils des signes de l'effondrement de notre société? Doit-on parler de décivilisation, d'ensauvagement face à ce retour de la violence? Faut-il redouter une guerre du tous contre tous, agitée à la fois par l'ultra-droite et les islamistes? Comment éviter la guerre civile? Tout de suite les réponses d'Henri Guénaud et Mathieu Bock-Côté en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Henri Guénaud, Mathieu Bock-Côté, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons parler pendant 1 heure de l'ensauvagement de la société, de ses conséquences, peut-être de la montée aux extrêmes qu'il faut redouter ou pas. Mais je voulais commencer l'émission par une question d'actualité, notamment pour Mathieu Bock-Côté qui a beaucoup travaillé sur la question du multiculturalisme. Le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, célèbre Hanouka à l'Élysée. Est-ce que c'est une dérive? Est-ce que ça s'inscrit dans une logique du multiculturalisme de type anglo-saxon que vous avez analysé? Et puis vous êtes québécois. Est-ce que moi ça m'a rappelé Trudeau, le chef d'État du Canada? Alors, la question est assez complexe dans ce cas-là. C'est qu'en tant que tel, cette célébration ne choquera personne en elle-même. Mais je suis de ceux-là, tout le moins. Mais il y a un effet domino à travers cela, c'est que dès lors qu'on doit célébrer, accueillir à l'intérieur des institutions de l'État une célébration religieuse en particulier, dans le contexte qui est le nôtre, où le président de la République a refusé de participer à la marche sur l'antisémitisme, qui cherche un peu à se faire pardonner dans les circonstances avec cette célébration. Le problème, c'est la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on ouvre cette porte, il faut ouvrir la porte dans la simple logique de la concurrence des identitaires aux fêtes musulmanes. Inévitablement, il y en aura une. Au même moment où, paradoxalement, l'idée de placer une crèche de Noël quelque part peut sembler scandaleuse pour certains. Donc moi, ce qui m'agace à travers cela, c'est la suite. C'est-à-dire une espèce de théorie des dominos identitaires, appelons ça comme ça, où, et paradoxalement, la communauté juive est un peu le dénon de la farce dans les circonstances, parce qu'à travers elle, on marque une ouverture, une logique multiculturelle, mais en dernière instance, ça va profiter à l'expansion de l'islam en France, et les tensions entre l'une et l'autre. En fait, je dirais, la communauté juive est en droit de redouter aujourd'hui un antisémitisme islamiste de plus en plus vif. Donc, à travers tout cela, je crois que le président de la République, à partir d'une bonne intention probablement, joue à l'apprenti sorcier. Il a ouvert une boîte de Pandore. Henri Guénaud, vous qui avez été conseiller d'un président de la République, est-ce que vous lui auriez conseillé de ne pas le faire au président de la République? Je ne lui aurais rien conseillé du tout, parce que je pense qu'il n'aime pas les conseils ni les conseillers. Donc il est assez grand pour en décider. Mais alors, plusieurs remarques. D'abord, moi, j'ai malgré tout un peu de mal à placer cette histoire dans le cadre du multiculturalisme. Dans le judaïsme en France, ça fait pas partie du multiculturalisme. Il y avait des juifs en France avant même qu'il y ait des chrétiens. Voilà, c'est consubstantiel à notre histoire. C'est un héritage culturel. Ouais, c'est consubstantiel à notre histoire, à la fois religieuse, culturelle, politique même. Oui, voilà. Donc mais par rapport à la laïcité, c'est une conception. Est-ce qu'on a un problème avec la laïcité? Oui, on peut pas dire que ça répond à une orthodoxie laïque remarquable, mais je trouve quand même on fait maintenant de tout des polémiques incendiaires. Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est pas une bonne idée, c'est surtout pas une bonne idée par rapport au motif que le président de la République a donné de sa non-participation à la manifestation contre l'antisémitisme, parce qu'il nous a expliqué que aller manifester contre l'antisémitisme, c'était prendre le risque de diviser la nation française. Bon, donc
il y a là quand même un hiatus entre les deux qui est assez gênant. Maintenant, voilà, ça ne mérite pas la polémique incendiaire qui s'est déclenchée depuis cet événement autour de cette affaire. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu Bock-Côté sur le risque toujours grandissant du domino, dans ce qu'il appelle très joliment le domino identitaire. Et très justement, ce domino identitaire, nous y sommes confrontés. Bon, est-ce que cet épisode, si on veut bien le ramener à des justes proportions, il a pas organisé la fête à l'Élysée, la fête religieuse. Il a reçu, il a allumé les bougies à l'occasion, si j'ai bien compris, de la réception des rabbins qui participaient au congrès des rabbins. Bon, voilà, c'est maladroit, c'est gênant par rapport à ce qu'il a dit, à son attitude générale. Ça n'est pas non plus le scandale anti-laïque du siècle. Voilà. Et encore une fois, ça fait aussi partie de notre héritage culturel. Puis il y a beaucoup d'élus qui vont à la fête de l'Aïd, qui sont des élus souvent chrétiens. Voilà. Non, mais il se serait rendu à une cérémonie, c'était peut-être un peu différent que de le faire à l'Élysée. Je suis d'accord, mais moi, ce qui m'inquiète dans toute cette histoire, encore une fois, c'est de tout enflammer sur le moindre, à partir du moindre sujet. Voilà. Justement, c'est ça qui me dérange. Justement, ça va faire la transition avec notre sujet en fait d'aujourd'hui, une société qui est effectivement enflammée, pour reprendre votre expression, Henri Guénaud. Est-ce qu'elle est enflammée parce que les discours médiatiques allument la mèche, ou est-ce qu'elle est enflammée parce que elle est très malade? Peut-être Mathieu Bock-Côté d'abord et Henri Guénaud ensuite. Alors, cette société avec des vrais malaises. On a fait, on sort du drame de Crépol. Le week-end dernier, il y avait un touriste qui était exécuté à Paris. On pourrait multiplier. Je suis toujours surpris quand certains commentateurs nous disent que éditorialistes, intellectuels, politiques, appelons ça comme ça, créeraient de la division dans le pays, souffleraient sur les braises. On connaît ça par cœur. Or, le fait est que les divisions, elles sont objectives, elles sont réelles, elles ne sont pas le fruit de ceux qui les nomment. Et ce qui est fascinant, c'est on est dans une situation où le vivre ensemble diversitaire, c'est un dogme. Et c'est un dogme qui est démenti par le réel. Et plus il est démenti par le réel, plus on doit à tout prix conserver le dogme du vivre ensemble diversitaire, le récit de la diversité heureuse. Et lorsqu'on a des événements comme Crépol, lorsqu'on a des événements comme le week-end dernier à Birkheim, la réaction est toujours la même. On en veut à ceux qui nomment, qui décryptent le sens des événements. Et ça nous ramène toujours à ce fameux concept de fait divers dont je parle un peu dans le dernier bouquin, dont je parle beaucoup. Pendant longtemps, on a dit il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Ensuite, l'insécurité est devenue réelle, donc il fallait la nommer. Mais comment la nommer sans pour autant faire le lien avec la question de l'immigration qui est centrale? Eh bien, en se tournant autour du concept de fait divers. Et que dit le fait divers? C'est un événement qu'on ne peut pas ne pas nommer, mais auquel on ne doit porter aucune signification sociologique ou politique ou culturelle ou civilisationnelle. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est que la séquence Crépol, c'est que d'abord, faut le rappeler, une bande arrive avec des couteaux et poignarde en voulant planter du blanc. C'est quand même un fait central. Cet événement est traité comme un fait divers. Quand, une semaine plus tard, on a 80 personnes qui s'en vont sous le signe de l'ultra-droite. Mais on va en parler. Non, mais je le dis quand 80 personnes vont manifester, alors là, la fameuse ultra-droite, là, ça devient la République est en péril parce que la révolution fasciste serait à ses portes. Et au terme de cela, la semaine d'après, attentat islamiste. Donc, entre deux pôles de réalité, c'est-à-dire délinquance sous le signe du racisme anti-blanc et islamisme, entre deux, on a voulu se faire croire que Mussolini était de retour. C'est un peu absurde. Mais les tensions du pays sont très réelles et ceux qui les nomment ne cherchent pas à les attiser. Ils cherchent tout simplement à nommer la réalité. Henri Guénaud, est-ce qu'on est face à des faits divers ou on est face à quelque chose de beaucoup plus grave que le président de la République a d'ailleurs appelé lui-même décivilisation, et comment il faut réagir face à cela? Est-ce que nommer les choses, c'est enflammer la situation? Mais ça dépend ce qu'on entend par là. Est-ce que la société française est malade? Est-ce que la société occidentale, la civilisation occidentale elle-même sont malades? Oui, et très profondément malades. Et cette maladie, elle aboutit à quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire, qu'on a déjà rencontré, qui est la disparition de toutes les barrières qui empêchent la violence de ressortir de l'homme. Avant même de s'occuper de savoir quelle est la couleur de l'homme, il faut avoir conscience que il y a dans tout homme
la capacité à commettre les pires atrocités et à se laisser aller à la pire violence, et en particulier à la violence collective. Ça, si on ne veut pas voir ça, on passe à côté de tout. Et la politique passe à côté de sa mission essentielle. Car sa mission essentielle, elle a quelque chose à voir avec sa manière de gérer la nature humaine et la violence de la nature humaine. Moi, ce qui me dérange dans il faut nommer, c'est tout dépend ce qu'on veut dire par là. S'il s'agit uniquement de mettre une couleur sur chaque fait divers ou sur chaque acte de violence, alors on va passer à côté de l'essentiel parce qu'on ne va pas voir la violence générale. La violence qui est en train de sortir de tout le monde, l'engrenage de la violence qu'il faut à tout prix arrêter. Pour moi, c'est l'inquiétude essentielle. Voilà, c'est la première des inquiétudes. Après, il y a la question des causes. Il y a, oui, on peut pas se passer d'un lien avec l'immigration. On peut pas se passer d'un lien avec ce qui se passe dans certains quartiers. Mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est une question que nous allons devoir résoudre dans le temps. Parce que personne ne peut la résoudre tout de suite. En revanche, l'engrenage de la violence, mais l'engrenage de la violence qu'on voit partout, qu'on a vu chez les bonnets rouges, chez les gilets jaunes, qu'on a vu autour des bassines, qu'on a vu au moment des émeutes du début du mois d'août, cette violence qui doit nous interroger sur ce que nous avons fait précisément de toutes les digues, de toutes les barrières culturelles, éducatives, civilisationnelles, économiques, sociales, institutionnelles, politiques, qui empêche cette violence de sortir. Et il n'y a pas d'émergence de cette violence, d'explosion de cette violence, sans ce profond malaise de la civilisation. La dernière fois que ça nous est arrivé, le mot de Freud, le malaise dans la civilisation, c'est le malaise dans la civilisation des années 30. Voilà, on sait ce que ça a donné. Alors ce sera une violence de gauche, de droite, du centre, je n'en sais rien. Quel visage elle prendra, et quel visage surtout prendra celui ou celle qu'on appellera pour mettre un terme à cette violence. Ça, c'est la question la plus importante pour moi. Henri Guénaud, merci. Mathieu Bock-Côté, merci. On continue cette discussion après la pause. On verra si nous sommes ou pas dans les années 30. Justement, quel est le visage de cette violence? Si on peut mettre un signe égal entre les gilets jaunes et la violence islamiste, par exemple. Vous aurez le temps de répondre après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on se retrouve avec Mathieu Bock-Côté et Henri Guénaud. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Henri Guénaud, auteur de À la 7e fois, Les murailles tombèrent, qui vient de paraître aux éditions du Rocher, avec Mathieu Bock-Côté qui vient de publier Le totalitarisme sans le goulag aux éditions Presse de la Cité, où on discute ce matin de la montée des violences, du risque peut-être de guerre civile. D'où vient-il du malaise de la civilisation? Henri Guénaud était d'accord sur ce point, mais il expliquait que la violence était générale, qu'il fallait pas forcément diviser les violences. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Henri Guénaud parlait de la violence, par exemple, des gilets jaunes. Est-ce qu'elle est de la même nature de ce qu'on a vécu à Crépol, par exemple? Non, je crains, si je peux me permettre, qu'à force de trop vouloir regarder les choses en hauteur, on perde le contact avec la terre. Et il existe une telle chose, et là je parle pas d'Henri Guénaud ici, que ce que j'appelle le parti de la complexité mondaine. C'est-à-dire devant certaines réalités qu'on ne veut pas nommer, parce que si on les nomme, ça nous donne mauvaise réputation. On a l'air d'un esprit bas de plafond, on a l'air un peu trop obsédé par les tensions intercommunautaires. Alors on monte en généralité, puis on rajoute le néolibéralisme là-dedans, puis on va finir par revenir à Homère. Donc moi, je veux juste nommer les choses telles qu'elles sont. Crépol. Au moment de Crépol, on nous dit il y a toujours eu des violences dans les balles de village. D'accord. Mais est-ce qu'il y a toujours eu des bandes qui arrivent avec des couteaux pour poignarder du blanc? Je sais, c'est important que cette phrase ne soit pas au centre de l'actualité depuis 2 ou 3 semaines, me fascine. C'est quand même plutôt récent. L'intention raciale, le racisme avoué, planter du blanc. Quelqu'un qui dirait on veut planter du noir, planter de l'arabe, tout le monde dirait c'est du racisme. Planter du blanc, apparemment que c'est un effort conceptuel immense pour y reconnaître quelque chose comme du racisme. C'est nouveau. Des gens qui se présentent avec des gants coqués, des lames, des couteaux. Vous vous présentez rarement qu'un couteau simplement pour tailler la barbe des uns et des autres. Alors, il y a une agressivité qui s'auto-désigne comme raciale, qui m'inquiète terriblement. Je m'en désole, je ne suis pas de ceux... Moi, j'ai lu un livre auparavant sur la révolution racialiste où je me désole terriblement de la racialisation des rapports sociaux. Mais je la nomme lorsque je la vois. Premier élément.
Deuxième élément, oui, la violence majusculaire, bon d'accord, mais il y a une différence entre d'un côté une insurrection politique entre guillemets qui tourne mal, on peut penser aux gilets jaunes et ainsi de suite, on peut être très sévère envers les gilets jaunes, la question n'était pas là, et de l'autre côté une espèce de pulsion de conquête, une agressivité profonde qui s'exprime autrement. On parle de la violence en général, les femmes, moi c'est une catégorie centrale, le rapport à la femme est structurel dans toute civilisation, et bien que tant et tant de femmes aujourd'hui considèrent qu'il y a des espaces publics où elles ne peuvent plus s'aventurer sans multiplier les précautions, les réserves, et qui comprennent, en fait, et là je rappelle un événement tout simplement, rappelez-vous, à Cologne, et rappelez-vous aussi, La Chapelle-Pajol 2017. L'argument, parce qu'on s'est dit, les femmes n'osent plus aller dans le quartier. N'osent plus aller dans le quartier, pourquoi? Et là, le récit médiatique est très embarrassé. Il dit parce qu'il y a de plus en plus d'hommes. Il y a une arrivée soudaine d'hommes dans le quartier. Là, il faut quand même nommer les choses. C'était des migrants qui arrivaient là, qui, pour différentes raisons, n'ont pas le même rapport à la femme dans l'espace public, et les femmes quittaient. Mais pour ne pas nommer un problème spécifique lié dans ce cas-là aux migrants, on décidait, c'est le pas d'amalgame avait été en congé cette journée-là, on faisait l'amalgame à tous les hommes. Moi, je crois à la nécessité de nommer les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas d'essentialiser personne, mais il s'agit de faire un peu de sociologie et de voir ce dont il est question, quel est le visage de cette désagrégation. La violence d'extrême gauche serait pas une autre logique. Si jamais il y a un jour une violence de masse de ce qu'on appelle l'ultra-droite, il faudra la nommer et la condamner sans nuance. Mais en ce moment, je trouve qu'on cherche à monter en généralité quelquefois pour ne pas nommer ce qu'on a devant nous. Henri Guénaud, vous êtes quelqu'un qui avait nommé les choses au cours de votre carrière politique. Je pense pas que vous vouliez monter en généralité, mais est-ce que ce que dit Mathieu Bock-Côté, c'est que finalement il y a peut-être une montée en tension du débat public, une forme de une manière de nommer les choses assez forte, mais qui répond aussi à une situation qui est dramatique et peut-être au sentiment, qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment, mais en fait au fait que les gens ne se sentent pas entendus, notamment par les politiques et l'État. L'absence de réponse de l'État crée un débat public qui est... Pardon, mais... Je fais la réponse peut-être avant la question, mais... Non, mais il y a quelque chose quand même d'extravagant à m'expliquer. Alors, je ne parle pas de vous ni de Mathieu, mais m'expliquer que c'est scandaleux parce que l'État n'apporte pas de réponse. Et que la plupart des gens qui disent c'est scandaleux parce que l'État n'apporte pas de réponse ont soutenu le démantèlement et la démolition de l'État pendant 40 ans. Ouais, c'est pas mon cas, Henri Guénaud. Je vous ai dit par ailleurs, vous avez appartenu à une majorité qui était très ambiguë là-dessus, même si vous avez à l'intérieur de cette majorité... Je ne parle pas de vous ni de Mathieu, dont je connais à la fois les sentiments et les convictions sur ce sujet. Je vous dis simplement que quand on détruit l'État, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus d'État. Quand on détruit l'autorité, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus d'autorité. Quand on répand dans l'éducation nationale le poison du pédagogisme, il ne faut pas s'étonner que plus personne ne respecte les professeurs et que l'école s'effondre. Et si l'école s'effondre, il ne faut pas s'étonner qu'on se trouve en face d'une jeunesse qui est en partie anomique, c'est-à-dire qui n'a plus aucun repère. Voilà. Alors, et l'économie, ça compte aussi, parce que quand on fait la mondialisation telle qu'on l'a faite et qu'on détruit les sociétés, elles peuvent plus absorber les gens venus d'ailleurs. Et quand en plus on rajoute là-dessus l'idéologie selon laquelle l'assimilation est une honte, on est tranquille. On a le résultat de ce que nous avons fait, voilà, et de ce que nous avons fait dans tous les domaines, à commencer par celui de la destruction de l'État. Quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus que des tribus. Et quand il n'y a plus que des tribus, il y a la guerre des tribus. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une généralité qui nous détache du réel. Moi, je pense que c'est une généralité qui nous rapproche au réel. Et pour taquiner un tout petit peu Mathieu, moi, je trouve tout à fait désastreux que précisément nos politiques ne lisent plus Homère. Que précisément, ils ne réfléchissent plus à Échille, à Sophocle, etc. Et que si c'était le cas, peut-être n'en serions-nous pas là. Alors, peut-être que vous serez d'accord là-dessus. Je vais répondre un instant. Nous sommes absolument d'accord sur cette question. Quand je dis remonter Homère, c'est une formule que j'utilise souvent pour ceux qui, devant une réalité avec des causes assez immédiates, il faut toujours remonter vers la cause originelle. Et tant qu'on ne parle pas d'il y a 3000 ans, on ne parlerait pas des causes profondes. Quelquefois, une situation se présente à nous et on la comprendra d'autant mieux qu'on lira Homère, j'en suis certain. Mais ceux qui veulent à tout prix remonter il y a 4 siècles pour expliquer, il y a 5 siècles, il y a 3000 ans, ce qui se passe en ce moment, quelquefois, c'est ce que j'appelle le parti de la complexité mondaine. J'ai eu l'occasion de débattre récemment autour de ces questions et la personne avec comme je suis pas mondain, je le prends pas pour j'en ai moi. aucun doute. Vous fuyez les mondanités d'ailleurs, mais la personne avec qui je débattais n'était pas nécessairement de cette école et cette personne cherchait à nommer les questions que j'évoquais, mais les enrobait en fait de toutes les considérations possibles pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle soit d'accord avec le constat, parce que le prix à payer en société pour nommer
ces tensions intercommunautaires, ce racisme anti-blanc qui est aujourd'hui un élément central et qu'on ne veut pas nommer, qui est présent dans tous les domaines. Le racisme anti-blanc, c'est à la fois on va planter du blanc, mais c'est aussi l'institutionnalisation d'une ségrégation, d'une discrimination négative contre eux. Ça a plusieurs visages. Donc il y a différents mouvements là-dedans. Il y a une forme d'américanisation mentale de nos sociétés, il y a leur bouleversement démographique, il y a le choc de l'islamisme. Mais à travers tout cela, le résultat, c'est que de plus en plus de Français, et pas que des Français, c'est vrai partout en Occident, se sentent étrangers en leur pays. Il y a une tristesse au fait que qu'est-ce qu'on a dit autour de Crépol? Qui est pour moi un événement majeur, ça devrait être un événement tournant. Mais il y en a eu tellement, puis ça fonctionne jamais finalement. Mais qu'est-ce qu'on a compris, c'est qu'aucun territoire n'est à l'abri. Il y a une formule qui existe dans le vocabulaire populaire, c'est les territoires préservés. C'est terrible comme formule. Eh bien, il n'y a plus de territoires préservés. Et je note ensuite que le vocabulaire politique, utilisé pour nommer la réalité, du supporter britannique au Kevin et Matteo, en passant, et là, au Colin Seth Parker, c'est un vocabulaire qui recouvre le réel, qui ne permet pas d'y avoir accès. Je m'en inquiète. Et quand en plus, collectivement, on se fait croire, j'y reviens, il y a quand même des limites à penser qu'on est encore en 1940. Nous ne sommes plus ni en 1930 ni en 1940, et croire qu'il y a une forme de révolution fasciste qui serait à la veille de s'emparer de la France, soit sous le visage de l'ultra-droite ou de la fameuse extrême-droite, dont la définition est assez flottante, moi je trouve que c'est vivre dans une autre époque que la nôtre. Juste, puisque je crois qu'on arrive pas très loin de la pause, vous répondrez, parce que les années 30 c'est très intéressant, je pense que vous craignez une menace, mais qui n'est pas forcément la résurrection de la menace fasciste telle qu'elle était dans les années 30, mais vous nous expliquerez ça après une courte pause. Henri Guénaud, voilà, on continue à en débattre avec Mathieu Bock-Côté, bien sûr, sur Sud Radio, en toute vérité. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Mathieu Bock-Côté, auteur du Totalitarisme sans le goulag. Ça vient de paraître aux presses de la Cité. Et avec Henri Guénaud, à la 7e fois, Les Murailles tombèrent, qui vient de paraître aux éditions du Rocher et qui met en garde contre l'effondrement de notre société. On parlait avant la pause, Henri Guénaud, des années 30. Mathieu Bock-Côté disait que la comparaison n'était pas pertinente, qu'il n'y avait pas de menaces fascistes, encore moins de montée du nazisme. Aujourd'hui, je crois que vous serez d'accord sur ce point. Par contre, je crois que vous faites quand même des points communs entre cette période de l'avant-guerre et la nôtre. Vous voyez des points communs entre les deux? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que l'histoire n'est pas un simple ornement de l'esprit. Enfin, je veux dire, l'apprentissage de l'histoire, la connaissance de l'histoire n'est pas un simple ornement de l'esprit. Je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce que si l'histoire ne se répète pas, nous répétons sans arrêt. Nous nous répétons dans toute l'histoire. Et que nous montre l'histoire, c'est ce que nous sommes et ce que nous restons. Alors, elle nous montre aussi ce qui change, mais elle nous montre d'abord ce que nous sommes et qui ne change pas. La nature humaine ne change pas. Le drame de notre époque est de croire qu'elle est le commencement de tout, que nous-mêmes, nous sommes chacun notre propre commencement. Voilà. À partir du moment où on pense cela, alors on va au drame civilisationnel, on va au drame social, au drame humain, au drame politique. Alors, c'est d'ailleurs, ça a été le thème récurrent, pas seulement des nazis ou des fascistes ou des bolcheviks, mais c'était l'homme nouveau. Hein? L'idée de l'homme nouveau, c'est que je peux inventer un commencement à tout. Donc je vais raser tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y a dans la tête de chacun, et on va faire un homme qui va être tellement meilleur, tellement plus beau, tellement plus grand, tellement plus fort. Bon, évidemment, ça finit toujours mal, parce que ce qui est dans notre tête depuis si longtemps, ce qui est notre nature humaine notamment, ou l'héritage des civilisations dont Brodel disait, les civilisations sont les personnages qui ont la plus longue, les personnages de l'histoire qui ont la plus grande longévité. Comme tout ça résiste, la table rase finit toujours par être de plus en plus violente, et elle finit par échouer, mais après une catastrophe politique, humaine, après un bain de sang en général ou de violence terrible. Bon. Alors quand Mathieu parle du nouveau totalitarisme, il faudrait y mettre aussi tous ceux qui, sans s'en rendre compte, reproduisent le comportement des gardes rouges de la révolution culturelle en Chine. Ah ben, c'est exactement, je crois mais voilà, c'est ancien. Alors, et oui, nous ne sommes pas la Chine de Mao. Et pourtant, sans le savoir,
Sans le savoir, ces gens se comportent exactement de la même façon avec leurs enseignants. Vous visez qui, Henri Guélo? Vous visez qui, du coup? Qui sont pour vous les nouvelles gardes rouges? Tous les wokistes, les partisans de la cancel culture, qui sur les campus non seulement américains mais européens font régner la terreur. Je suis là. Donc, et d'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Comment voulez-vous assimiler des gens si vous-même vous êtes travaillé par la haine de vous-même? Voilà. Comment voulez-vous aussi donner des leçons au monde entier sur la démocratie, les droits de l'homme, la civilisation, quand vous niez votre propre civilisation, quand vous la détruisez tous les jours? Voilà. Quand vous aimez pas, vous pouvez pas aimer les autres. Voilà. C'est pas possible. Ça, c'est la haine de soi entraîne la haine de l'autre. Donc, voilà. Vous nous dites, nous sommes dans les années 30. Le malaise des années 30, il se trouve qu'il a produit, alors le fascisme c'était un peu avant, mais il a produit le nazisme, il a produit ou nourri le stalinisme et toutes les dérives même dans les démocraties qui ont fini par conserver un semblant de démocratie, il a fait naître des mouvements anti-civilisationnels en fait, très brutaux. Ça veut pas dire qu'on va avoir le nazisme, mais ça veut dire que toute cette destruction qui est née de ce malaise, elle peut nous arriver demain. Voilà. Il faut arrêter de penser que ce qui est arrivé avant nous ne peut plus nous arriver. Si je peux me permettre, voilà. C'est la thèse de votre livre. Oui, exactement. C'est-à-dire, dans l'ouvrage, dans mon dernier, à tout le moins, je dis, si on a retenu les leçons du nazisme, ça je le crois fondamentalement, nous n'avons pas retenu les leçons du totalitarisme communiste. Et le fait est que plusieurs des travers que je dis de manière un peu méchante que nos sociétés sont aujourd'hui la poursuite de l'URSS par d'autres moyens. Et je donne 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Le fameux combat contre l'extrême droite, entre guillemets. Faut jamais oublier qu'il s'inscrit dans une matrice qui est celle de l'antifascisme. Mais qu'est-ce que l'antifascisme à l'origine? Ce n'est pas un combat contre le fascisme. C'est une technique de propagande qui nous vient du Comintern, qui nous vient de la Russie soviétique dans ce qu'elle avait de pire, et qui consistait à assimiler au fascisme toute forme d'opposition au communisme et au socialisme. Donc l'antifascisme, ce n'est pas être contre le fascisme, c'est assimiler au fascisme tout ce qui s'oppose, en fait, au communisme. Nouvelle version, eh bien, qu'est-ce que l'extrême droite? C'est tout ce qui finit par s'opposer frontalement à l'idéologie diversitaire, aux nouvelles revendications minoritaires, au progressisme, à la modernité. Donc l'extrême droite, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un concept qui sert à nommer tous ceux qui s'opposent aux partisans du progrès autoproclamé. Premier élément. Et dans le même état d'esprit, nos sociétés qui se croient plus libérales qu'elles n'ont jamais été, elles ne le sont plus du tout. Moi, je suis un libéral et je m'inquiète pour l'avenir du libéralisme dans l'esprit suivant. Les lois sur la haine, ça je pense que c'est un des éléments les plus importants pour notre temps. Les fameuses lois sur la haine qui se multiplient partout en Occident, qui se multiplient dans les régies d'entreprise, qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Ces lois sur la haine sont aussi un héritage assez direct d'ailleurs, si je peux me permettre, bon, on pourrait dire de l'esprit de 93, mais particulièrement du 20e siècle communiste de ce point de vue. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on assimile à la haine toute remise en question de l'idéologie dominante. Or, les lois sur la haine nous font passer du politiquement correct à la pénalisation du désaccord. Le politiquement correct, c'est une pression médiatique, financière, sociale, on connaît. On bascule aujourd'hui dans une tentation totalitaire moins soft qu'on ne le dit. C'est-à-dire le fait qu'on puisse être poursuivi pour à peu près n'importe quoi aujourd'hui, pour n'importe quel propos. De l'Irlande à l'Écosse, au Canada, ça s'en vient. Ça reste pour l'instant, mais ça s'en vient. En France, on le voit, un peu partout en Europe. L'idée qu'on puisse se retrouver devant les tribunaux lorsqu'on remet en question le récit de la diversité heureuse, et on pourrait multiplier les exemples, je trouve qu'il y a dans cette pénalisation du désaccord quelque chose d'inquiétant. Quand on nous dit, par dernier détail, autour de toute la fameuse mouvance identitaire. Il ne s'agit pas de l'apprécier ou non, la question n'est pas là. Mais ce que je constate, c'est lorsqu'on dit qu'on peut interdire au nom d'une circulaire gouvernementale tel ou tel événement. Je donne l'exemple du colloque Dominique Vénère, qui pour moi est un élément central des derniers mois, pardonnez-moi. Dominique Vénère, nul besoin de l'apprécier pour s'inquiéter de ce que je vais raconter en un instant. On se souvient, c'est cet historien qui s'était suicidé à Notre-Dame, un partisan de la Révolution conservatrice sans le moindre doute. Un colloque est organisé par ses amis 10 ans plus tard pour commémorer son suicide. Le colloque est interdit parce que pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven. Parce que pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi. On interdit un événement parce qu'on pourrait y tenir des propos qui vont contre la loi. Mais c'est le film Rapport minoritaire. C'est le pré-crime. C'est Minority Report. Oui, Minority Report. Parce que nous, on ne traduit pas les films. C'est Minority Report. C'est Philippe Kielax. Donc, parce que vous pourriez dire quelque chose qui va contre la loi, on va interdire cet événement. Pour moi, qu'il soit possible aujourd'hui
d'interdire des événements, des colloques, des manifestations sur une base au nom de la défense d'un ordre public immatériel, c'est une formule un peu nouvelle en la matière qui consiste dans les faits à pouvoir pénaliser la déviation idéologique. Tout ça, pour moi, ça m'inquiète terriblement et ça, c'est une leçon non retenue, justement, de ce qui s'est passé au 20e siècle. Juste une question et après Henri Guénaud répondra. On peut être évidemment d'accord avec votre discours tout en apportant quelques nuances. Effectivement, l'ultra-droite, c'est résiduel, c'est pas la menace principale en France. C'est souvent des pieds nickelés pour lesquels on peut avoir aucune sympathie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte à avoir, et c'est peut-être celle d'Henri Guénaud, c'est que justement face à la multiplication des violences, non pas l'ultra-droite, mais même le citoyen ordinaire bascule lui-même dans une forme de violence. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, les interdictions que vous avez citées sont effectivement injustes, hypocrites, mais en même temps, est-ce que le mot totalitariste n'est pas un peu fort? Vous-même, vous vous exprimez très largement sur nos antennes, sur les antennes de CNews, dans le Figaro. On ne peut pas dire que vous êtes bâillonné, Mathieu Bock-Côté. Deux choses. Premièrement, vous avez tout à fait raison de dire que la violence engendre la violence en ces matières, et il se peut effectivement qu'une forme de violence dite d'ultra-droite, si c'est le bon terme, elle pourrait un jour devenir inquiétante, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il se peut qu'à un moment donné, la situation se dégrade tellement qu'une logique d'autodéfense s'installe, qu'une espèce de logique vengeresse s'installe, qu'une concurrence dans la violence s'installe. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, et j'ai pas l'impression que c'est la menace principale. Mais si tel était le cas, j'aurais aucun souci à la dénoncer. Deuxième élément, je ne dis pas que nos sociétés sont dans un totalitarisme achevé. Je dirais qu'une tentation totalitaire prend forme. Elle prend forme notamment avec la volonté d'étendre le domaine de l'interdit dans la parole publique. Elle prend forme notamment dans le fait que ceux qui adhèrent à des idées qui sont jugées déviantes peuvent être déchus de leurs droits citoyens. On le voit lorsque privé de compte en banque, vous pouvez perdre votre emploi. C'est quand même, ça devient assez inquiétant tout ça. Donc je pense que la notion de tentation totalitaire, évidemment, j'emprunte la formule à Revel, décrit assez bien la tentation des temps présents. Mais il y a encore des résidus de la démocratie libérale d'hier. Donc, il y a des résidus institutionnels, il y a des résidus juridiques, il y a des résidus politiques du monde d'hier qui empêchent cette tentation d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Et de ce point de vue, vous me permettrez non pas d'être du parti des résidus, mais d'être du parti qui cherche à défendre nos vieilles libertés qui sont bien plus précieuses qu'on ne le croit. Henri Guénaud, est-ce que vous craignez justement le basculement de la violence? Mathieu Bock-Côté dit « nous n'y sommes pas ». Est-ce que j'ai l'impression en vous lisant que vous considérez que nous y sommes? Alors, non, je pense qu'on est au 6e jour, si vous préférez. Bon, avant le 7e, effectivement. Voilà. Avant que les murailles ne tombent. C'est peut-être notre désaccord. Moi, je pense que c'est le sujet le plus important. Le plus important, c'est que nous nous approchons inexorablement, j'espère que l'histoire me donnera tort, j'espère que nous arriverons à arrêter cet engrenage avant. Nous approchons de ce moment où la violence engendre la violence mimétique s'empare de tout le monde, où la foule devient meute, où l'autodéfense prend la place de la violence légitime de l'État, etc. Je pense que, hélas, nous nous en approchons. Voilà. Je pense que les guerres civiles, les guerres de religion, toutes ces horreurs sont toujours possibles. Ce qui est arrivé aux autres peut nous arriver. Il y a une différence pour moi entre ceux qui le souhaitent, parce qu'il y en a, et ceux qui pensent qu'il faut, ou ceux qui le voient pas, qui pensent qu'on ne peut pas nous arriver, et ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Moi, je me range dans cette troisième catégorie, tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, c'est pour moi l'essentiel est là. Alors, on n'y est pas, mais est-ce qu'on va, une fois qu'on y est, on peut plus. Pour vous donner raison, juste un instant, moi, une phrase que j'ai beaucoup entendue ces derniers temps, je vais le dire en une seconde, c'est après les émeutes de l'été dernier, des émeutes assez violentes, j'ai entendu des gens dire la prochaine fois, ils entreront dans les maisons. Et de ce point de vue, je regrette de ne pas être armé. Ça, j'ai entendu des gens tout à fait normaux, de bons bourgeois de centre-gauche, de bons bourgeois de centre-droit, dire une phrase comme celle-là. La grande caractéristique importante de ces émeutes, c'est qu'elle a entraîné avec elle, dans la violence, des gens qui n'avaient jamais été violents. Il y a cette espèce d'aspiration. La violence collective, elle aspire. Bon, donc il y a des gens qui étaient délibérément violents, qui l'ont toujours été. Et il y a des gens, c'est pareil pour les Gilets jaunes. Il y a des gens qui se sont trouvés entraînés. Le pillage, c'est pas un simple vol. Le pillage, c'est un entraînement irrésistible dans la violence collective. Et donc, c'est quelque chose auquel il nous faut beaucoup réfléchir, parce que au fur et à mesure que nous nous rapprochons de cette situation, nous jouons avec le feu, nous prenons un risque énorme. C'est pas parce que je veux pas nommer, je va pas revenir là, sur ce sujet, ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'avant même de nommer ça, plus important encore, c'est de nommer ce risque
et de se demander comment nous allons arrêter cet engrenage. D'abord, avant même de soigner les causes. Comment on arrête l'engrenage qui nous conduit. On va faire une pause, mais est-ce qu'il ne faut pas justement soigner les causes pour éviter l'engrenage? C'est la question que je vous poserai après une courte pause. Henri Guénaud et Mathieu Bock-Côté également. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté, auteur du Totalitarisme sans le goulag aux éditions Presse de la Cité, et avec Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, essayiste également. Il vient de signer à la 7e fois Les Murailles tombèrent, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Avant la pause, Henri Guénaud, vous nous expliquiez que nous étions au 6e jour et que les murailles justement étaient sur le point de s'effondrer et que c'était pour vous la première urgence avant même peut-être de nommer les causes de tout ça. Et je vous demandais, mais comment vous arrêtez ça si vous ne soignez pas les causes? Les causes, il ne faut pas les cacher, mais d'abord elles sont nombreuses et elles se sont toutes coagulées. Ça, c'est créer la crise actuelle. Voilà. Donc il faudra du temps. Vous ne reconstruisez pas l'école en 5 ans. En forcerie en 5 mois. Vous ne reconstruisez pas l'université en 5 ans. Vous ne reconstruisez pas l'État en 5 ans. Etc. Mais je voudrais revenir sur un des sujets évoqués par Mathieu il y a quelques minutes, sur le droit, sur l'invasion du droit dans la société. Alors, j'ai un désaccord, mais on va pas le trancher aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas mépriser l'idée de l'ordre public immatériel. Elle est peut-être notre seule chance de protéger notre civilisation en conservant un minimum de règles de droit. Qu'est-ce que vous entendez par le droit peut nous... Ça existe. Alors c'est un mot qui a été inventé par... Il ne s'agit pas de balancer le droit, mais vous avez quand même souvent critiqué le gouvernement des juges aussi. Ça existe déjà. Le mot vient, c'est la doctrine juridique qu'il a inventé, pas les tribunaux, mais les tribunaux ont commencé à lui donner une certaine force. Je vous donne un exemple. Un jour, un préfet distribue des certificats de nationalité. Et arrive à une dame qui refuse de lui serrer la main quand il donne son certificat. Il ne lui donne pas son certificat, la dame porte plainte, il y a un contentieux, va devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État dit, elle a fait la preuve, puis c'était l'argument du préfet, qu'elle n'était pas assimilée. Or, la loi parle bien d'assimilation, et cet acte-là est un acte, elle n'a pas frappé le préfet, elle l'a pas insulté, mais c'est la défense de nos valeurs, de nos principes. Donc, alors ça mérite un débat qui passe. Je ne suis pas contre les exigences d'assimilation. Je ne suis pas opposé aux exigences d'assimilation. Je parle parle de ce à quoi peut nous servir la notion d'ordre public immatériel. Voilà. Mais on ne va pas traiter ce débat aujourd'hui. Je pense que c'est la seule voie, parce que la laïcité, tout le temps, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que ça nous met sur le terrain religieux et qu'à un moment donné, je pense que quand vous entendez l'ordre public immatériel, c'est juste pour une précision, vous entendez pas simplement l'ordre juridique. C'est plus complexe que ça. Non, mais il faut bien qu'à la fin, ça finit par le droit. Et donc, l'égalité de l'homme et de la femme, par exemple, c'est un sujet de civilisation. Et donc, pour nous, d'ordre public immatériel, encore faut-il bien le définir, qu'est-ce que l'ordre public immatériel? C'est celui qui assure le ciment de notre civilisation, de notre société. Mais vous nommez un problème-là qui me semble important, si je peux me permettre, c'est que c'est au moment où le droit prétend se substituer aux mœurs. Peut-être est-ce nécessaire si les mœurs ne font plus le travail. Mais le fait est que lorsqu'il faut codifier, formaliser tout ce que nous sommes, c'est que nous sommes presque déjà morts, j'oserais dire. Et oui, mais vous savez, on est sous respiration artificielle. Voilà, c'est comme la faute collective en droit pénal. En 71, on a fait la loi anti-casseurs. Les socialistes arrivant au pouvoir l'ont viré. Quand une bande entoure une voiture de police, empêche les policiers de sortir et qu'il y en a un qui jette un cocktail Molotov dessus ou dedans, il n'y a pas que lui qui est coupable. Mais bien sûr. Il y a tous les autres. Et donc ça demande effectivement une révision de certains de nos concepts dans les circonstances. Mais ce que je constate, c'est qu'autour de ces préoccupations, parce que je pense que c'est une question centrale aujourd'hui. Oui, mais justement, ça va beaucoup plus loin que le champ de questions que vous avez évoqué. Le gouvernement des juges, la sacralisation de l'état de droit, le fait qu'on fait aujourd'hui non plus la démocratie, le droit par la démocratie, mais la démocratie par le droit, touche bien d'autres choses. Tout ce que vous avez dit, on pourrait par exemple le rapporter à la question du conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est un conflit potentiel. C'est vous pourriez
Voilà. Mais qui finit par la prise illégale d'intérêt sur des bases qui n'ont aucun sens, sont totalement subjectives. Bon, donc il a envahi tout. Il détruit la politique, il détruit l'État. C'est pour ça que j'étais surpris de vous entendre dire c'est le droit qui nous sauvera. Oui, non, c'est pas qui nous sauvera, mais nous en avons besoin. Mais il faut le redéfinir. Mais personne ne s'oppose au droit lui-même. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Sinon, il y a Moi, pas de société. ce que je redoute, cela dit, c'est l'utilisation arbitraire du pouvoir de l'État pour aujourd'hui transformer des courants que l'on peut critiquer pour de mille manières en courants illégaux. Je donne une formule. Encore une fois, moi, j'aime citer les gens. C'est toujours la meilleure manière de fonctionner. Olivier Véran, un homme intelligent, un homme de qualité, la question n'est pas là, dit de ce qu'on appelle la fameuse ultra-droite ces jours-ci, c'est une idéologie illégale. Une idéologie illégale. Il faut prendre la peine de la définir parce que c'est quand même intéressant. Ensuite, Sacha Houlier, une autre figure importante de la majorité, dit l'extrême droite ou le RN, c'est le visage policé de l'ultra-droite. Alors, moi, si je prends au sérieux les gens de la majorité, je constate que potentiellement, un des courants politiques qui structurent le pays, parce que dans leur esprit, si je comprends bien, c'est la même chose, est illégal ou devrait être illégal. Quand je fais le lien entre ça et la présidentielle de 2022, janvier 2022, il faut garder ça à l'esprit. On s'inquiète à un moment donné que Zemmour, Mélenchon et Marine Le Pen n'aient pas leur signature. Et plusieurs s'en réjouissent, cela dit. Je leur dis, mais c'est très bien. Ça veut dire que les courants non républicains ne pourront pas participer à la présidentielle. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous traitez à peu près 45% du peuple français de non républicain. Vous êtes dans la logique du peuple factieux. Alors ça, et qu'est-ce que, bon, j'utilise la formule de l'extrême centre parce qu'elle est revendiquée par certains. Mais on pourrait parler de centrisme autoritaire aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est cette idée qu'il faut désormais protéger la démocratie libérale contre le peuple qui est présenté désormais comme un peuple de factieux, un peuple de bouseux, un peuple dont on doit s'inquiéter. Et contre ce peuple que l'on veut mettre en tutelle, il y a donc effectivement l'idée qu'on va interdire des courants politiques, on va multiplier les formes de censure qui viennent du haut, plus du bas. On voit quand l'Union européenne dit, quand Mme von der Leyen utilise le concept du tourner mal. Ça m'a fasciné, ça. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Italie. Si l'élection tourne mal, nous avons les moyens nécessaires pour les ramener à l'ordre. Mais c'est quoi ce tourner mal du point de vue des technocrates européens? Quand Mme Dalli, Elena Dalli, la commissaire à l'égalité de l'Union européenne, qui est à mon avis une néo-soviétique, dit, nous allons désormais faire un programme pour reconstruire la conscience historique des Européens pour les amener à la recentrer autour du récit de l'esclavage et du racisme structurel dont ils se rendraient coupables. Il faut bien comprendre que l'on cherche tout à la fois à interdire des courants de pensée, rééduquer une population, censurer les gens avec qui on est en désaccord, et ça, quoi qu'on en dise, c'est une inquiétude fort légitime. Je ne dis pas que c'est la seule, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres raisons de s'inquiéter, je dis que du cœur même de nos démocraties naît aujourd'hui une tentation liberticide grave. Oui, mais ça, je partage à 100% cette remarque. Et du coup, je vous ai interrompu sur comment on arrête la montée. Oui, bah oui, c'est pour ça que je voulais qu'on précise comment on arrête la montée des colères. Il faut aller au bout. Alors, à quoi sert la loi sur l'immigration que tout le monde encense? Vous demandez aux Français s'ils en veulent, ils disent à 80% oui. Le gouvernement s'enorgueillit d'être enfin ferme. L'opposition de droite dit ça va être compliqué de pas la voter. Mais à quoi va-t-elle servir? À quoi va-t-elle servir? Puisque dans ce domaine, ce sont les juges qui décident. Dans le domaine du droit des étrangers. Vous pouvez faire la loi que vous voulez, ce sont les juges qui décident. Et si vous voulez pas que les juges décident tout, et notamment le juge européen ou la CEDH, il faut modifier la Constitution. Alors il faut pas forcément le faire comme les Républicains l'ont écrit dans leur proposition de loi, qui à mon avis est pas à la hauteur de leurs intentions, mais il faut le faire. Mais qui va avoir pour le coup, le courage politique d'affronter cette énorme opposition, puisque si on le fait, il va falloir passer par l'article 11 comme avait fait De Gaulle en 62 pour l'élection du président de la République au suffrage universel. On va vous dire coup d'État constitutionnel, on va vous dire c'est une honte, alors vous allez dire avec De Gaulle quand même, on dira vous n'êtes pas De Gaulle qui veut, cet argument a déjà été avancé, ouais. On va vous dire vous allez détruire l'Europe, vous allez mettre la France au banc des nations civilisées. Je veux dire, il faut avoir la force de Gaulle venant devant la nation en 62, alors que il se fait accuser de forfaiture par le président du Sénat, que la majorité de l'Assemblée renverse le gouvernement Pompidou, que tous les constitutionnalistes hurlent, que toutes les oppositions hurlent contre le général de Gaulle pour venir devant les Français et dire voilà, l'article 11 qui permet de ne pas passer pour la révision de la Constitution par les deux assemblées parle de l'organisation des pouvoirs publics. Donc, modifier la Constitution peut se faire par l'article 11 et de toute façon, c'est vous qui allez décider. Voilà. Et si vous, sous-entendu d'ailleurs, si vous décidez pas, je m'en vais. Voilà. Mais voilà, on arrive justement. Mais si on ne veut pas amener le problème. Mais le recours au peuple aujourd'hui est nommé populisme et extrême droite. C'est un problème. Le général de Gaulle, s'il revenait, serait extrême droitisé. Ça, c'est un problème beaucoup plus important
qu'au fond, que tous ceux dont nous voulons, quand on parle des moyens de la politique et de la volonté de la politique, que tous ceux que nous voulons d'évoquer, si nous ne voulons pas remonter là, c'est-à-dire s'occuper de l'article 55 de la Constitution, s'occuper du rapport de la primauté de la loi nationale, le reste n'a pas d'importance. Mais permettez cette observation. Quand on regarde aujourd'hui les pseudo-spécialistes de l'extrême droite, entre guillemets, lorsqu'ils cherchent un marqueur idéologique pour définir l'extrême droite, politiquement, ils disent c'est l'appel au référendum. Parce que l'appel au référendum permettrait... C'est vieux, c'est à 200 ans en France. Ouais, non, j'en doute pas. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on le ressort. Pour définir l'extrême droite, on nous dit notamment c'est l'appel au référendum, parce que le référendum permet à la tyrannie de la majorité, qui permet d'écraser les minorités, qui permet de donner un primat à la souveraineté populaire sur l'état de droit. Or, l'état de droit, c'est théologiens qui veulent le garder en toutes circonstances. Donc, je note qu'aujourd'hui, si vous plaidez pour le référendum, vous serez extrême droitisé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est comme ça. De Gaulle, on disait qu'il était fasciste, le pouvoir personnel, vous savez. Mais moi, j'aime bien la phrase de Mitterrand quand il devient président. On lui dit mais alors le pouvoir personnel, le coup d'État permanent, et il répond. La Ve République était dangereuse avant moi, elle redeviendra après moi. Eh bien, on terminera donc sur une citation de François Mitterrand et on aura compris que finalement, peut-être pour apaiser les colères, il faut tout simplement faire appel au peuple. Le référendum, ça pourrait être un thème de débat d'émission une prochaine fois. C'était passionnant. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. Merci.